Bienvenue sur cette nouvelle vidéo des cylindres, moi c'est Guillaume et aujourd'hui on va parler de la Peugeot 607 Pescarolo. Alors j'aime bien dire ça parce que tu as vu le titre forcément, et tu as vu aussi la miniature qui montre cette Peugeot 607 violette. Donc pour se resituer un peu dans une prise chronologique automobile, on est au début des années 2000, 2002 pour être précis, et Peugeot arrive au salon de Paris, le mondial de l'auto, avec un concept car sur la base de la Peugeot 607. On est sur une période où c'est la déconfiture pour les constructeurs français, et ils produisent plus vraiment de berlines haut de gamme qui rencontrent un certain succès. On a en tête les DS, les CX, les Peugeot, les Renault haut de gamme comme les 20 ou les 30, et on se retrouve finalement avec une situation qui est très compliquée, où les Allemands semblent gagner la partie sur les berlines premium, et que les constructeurs français sont complètement à la ramasse. Et sur ce fait, il y a plusieurs explications sur lesquelles on va revenir. Aussi un autre élément à prendre en compte, au début des années 2000, c'est aussi la période où apparaissent les concept cars des constructeurs français, qui sont plus fous les uns que les autres, mais dont pas un est capable de foudre un pneu en concession. Donc on arrive aussi de ce fait-là à cette période des années 2000, où les berlines haut de gamme française ne séduisent plus. On a en tête l'échec de la XM, de la 605 ou encore de la Renault Safrane. Bien que la Safrane c'est un peu en demi-teinte, parce que finalement elle s'est pas trop mal vendue. Du coup, il semble clair que ce soit les constructeurs allemands qui sont en train de gagner le pari des berlines haut de gamme, avec des véhicules prestigieux, très bien finis, fiables, mais surtout puissants. Ce que les Français ne savent pas faire. Du coup, en 2002, Peugeot, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive avec ce concept car 607 Pescarolo pour montrer que les Français aussi en ont dans le caleçon et qu'ils peuvent faire des voitures puissantes. Alors tu t'en doutes, Pescarolo, ça fait référence à Henri Pescarolo, mais pas que. Donc pour les grandes berlines de luxe françaises, c'est un peu la déconfiture, elles subissent le désintérêt de la part du public pour leurs produits. Alors il faut aussi dire qu'une des raisons des échecs de ces véhicules-là, c'est, alors dès le lancement de la XM et de la 605, un problème de fiabilité sur les premières versions, mais aussi des qualités d'assemblage des matériaux qui ne sont pas au rendez-vous. Renault, lui, fait le pari encore d'une berline un peu prestigieuse avec la Safrane, mais dont la version d'entrée de gamme, la RN, à ne pas confondre avec un parti politique, va nuire à la réputation de la berline. Aussi, le drame se joue en deux actes. On parle de la qualité de finition qui n'est pas au rendez-vous, mais on a aussi les puissances des voitures. Du coup, quand Peugeot sort le 607 Pescarolo, l'objectif, c'est de redonner envie de se retourner vers la 607 qui fête déjà à l'époque ses 3 ans de carrière, mais surtout de montrer que les constructeurs français savent aussi faire des voitures haut de gamme. Voilà, Peugeot tout simplement, il montre ses muscles, il bombe le torse, et il vient avec une voiture élancée, un peu élégante, dans l'esprit d'une gentleman driver, de s'armer contre les versions M, RS ou AMG de chez Mercedes. Mais du coup, on se pose la question, si cette voiture avait vraiment été sortie en l'état, est-ce qu'elle aurait véritablement rencontré le succès? J'en profite juste, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ou à lâcher un like ou mettre juste un commentaire, ça permet de plus de visibilité pour la chaîne. J'aime pas trop ça, mais je vois tout le monde le fait et c'est hyper important aujourd'hui pour être visible, donc n'hésite pas, je te remercie. En fait, on critique aussi 20 ans plus tard, la froideur des constructeurs français. Et en fait, c'est simple, c'est que le choix de leur véhicule haut de gamme a rencontré de nombreux soucis. On pense par exemple à la XM, lorsqu'elle est apparue en 1989, elle avait déjà un style clivant et déroutant. Alors, outre la ligne, la XM a aussi subi sur les premiers exemplaires des problèmes de qualité de finition, mais de fiabilité aussi. Rejoint quelques semaines plus tard, quand apparaît la Peugeot 605, sa jumelle, qui rencontre les mêmes soucis. Et Peugeot va mettre 2 à 3 ans pour corriger le tir, et les ventes vont s'effondrer sur les deux berlines, sur quoi Peugeot et Citroën vont survoler vraiment le segment sans rencontrer le succès, et les deux berlines vont faire leur carrière plutôt discrète et à l'ombre des constructeurs allemands et italiens. De son côté, je viens de le dire, la Renault Safrane, elle subit d'autres problèmes. Alors, la qualité d'assemblage, elle n'est pas au niveau non plus, mais c'est moins pire que pour les deux autres du groupe PSA. En fait, le vrai problème de la Renault Safrane, ça va être donc son entrée de gamme qui est extrêmement dépouillée et dont la liste d'équipements est aussi serrée qu'un café ristretto. Pour le reste, la Safrane, elle va aussi subir le souci de ses mécaniques. Alors oui, on retrouve les V6 PRV conçus avec Peugeot, mais dans des puissances inférieures à la catégorie
surtout par rapport aux allemandes. Les Allemands, eux, de leur côté, commencent minimum avec du 120-130 chevaux selon le modèle, et ça va vraiment pas jouer en faveur de la petite Renault, bien que Renault va essayer de remettre les petits plats dans les grands avec la version biturbo, qui ne rencontrera pas le succès non plus. De toute manière, sur ce segment-là, déjà, c'est le bordel de base, puisque Citroën va se tirer une balle dans le pied dès la fin de l'année 2000, puisqu'il a annoncé le concept car C6 lignage, qui doit annoncer la nouvelle Citroën C6. Sauf que, pour éviter les soucis qu'a connu la XM à ses débuts, Citroën va se rendre compte que la voiture rencontre des problèmes. Ils vont donc devoir finir de la développer correctement afin d'éviter tout souci dessus. Sauf que cela va prendre plus de temps que prévu, initialement prévu pour 2001, puis 2003, finalement la version de série de la C6 apparaît en 2005. Soit une éternité à l'échelle automobile, puisque la XM s'éteint en 2000. De son côté, chez Peugeot, on dégage rapidement la 605 pour la 607, celle qui nous intéresse aujourd'hui. De son côté, chez Renault, on fait le choix d'être décalé. En fait, on dégage la Renault Safrane, qu'on a jugée trop timide, pour une voiture qui soit plus expressive, plus décalée, qui soit vraiment le luxe à la française. Et du coup, ce sera la Renault Velsatis. Et au passage, la Velsatis est vraiment une très belle cascade improvisée par Renault, puisque la voiture va subir de plein fouet des problèmes de fiabilité et de finition, et on se rappellera à juste titre le fameux épisode de l'ESP fou qui a touché nombre d'exemplaires chez Renault. Bon, son côté, Peugeot, lui, fait le choix d'une berline plus terre-à-terre, plus rationnelle, en restant, très timide sur l'offre qu'il va faire. On est très loin du concept de chez Renault, mais la berline au Lyon, elle surprend personne, ni même ses ventes. En fait, la voiture va rester dans l'ombre, en queue de peloton derrière les méchantes berlines allemandes, et ne pas faire plus de vagues que ça. Alors déjà, on va critiquer son côté finition, puisque la Peugeot 607 souffre du même problème que la 605 ou encore les autres voitures que j'ai citées précédemment, c'est que ses finitions ne sont pas à la hauteur du segment, ne sont pas à la hauteur du premium allemand, et va donc se retrouver sous le feu des critiques. Aussi, l'autre souci de l'industrie automobile française, c'est la motorisation. Alors, on s'est un peu ancré chez nous par les différentes crises pétrolières et l'instauration des lois françaises, etc. Mais on n'ose pas sortir des moteurs puissants. On reste sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est les petites voitures et surtout des petits blocs. Donc, on n'a pas l'idée de construire des blocs puissants. Alors, certes, on a fait le V6 PRV, qui est né de l'union entre Peugeot, Renault et Volvo, mais les constructeurs français n'osent pas faire cette course à la puissance avec les constructeurs allemands. Et c'est ça un peu le souci qu'ils vont rencontrer. Alors après, des rendez-vous manqués, on en a plein. La 607 est un exemple parmi d'autres, mais en termes de concept car aussi, les Français vont avoir cette image de froideur. Mais on va y revenir d'une des raisons pourquoi les Français sont aussi froids sur certains véhicules, parce qu'on pense le projet le plus dingue qu'a sorti Peugeot ces dernières années, c'est la Peugeot e-Légende de 2018. Oui, elle a déjà 5 ans. Ouais, je vous mets un petit coup de vieux, hein. C'était avant le Covid. Voilà. Pourquoi les voitures haut de gamme françaises ne font pas rêver et ont banc de mou? C'est à cause de la puissance de leur moteur. Encore une finition, bon, tu peux encore accepter un peu, tu passes ta vie dedans, dans la voiture, voilà. Mais ce que tu as envie quand tu mets une somme aussi importante dans un véhicule haut de gamme, c'est que la voiture elle fasse vroom vroom. Là, c'est clairement pas le cas. Alors certes, sous le capot d'une voiture dite haut de gamme, il faut un moteur prestigieux. Le souci du PRV, c'est pas son temps, son manque de prestige, c'est son manque de puissance. Le moteur n'a rien dans le ventre et c'est là que le bât blesse, surtout pour la 607 qui est l'une des dernières sorties avant l'avènement de la Velsatis ou de la C6, c'est qu'on reste dans l'image de la 605 ou encore de la XM avec des voitures très peu puissantes. Le bloc le plus puissant de la Peugeot 607 lors de sa sortie est un V6 de 200 chevaux. Alors, au fil de la carrière de la 607, le bloc V6 va évoluer et va atteindre la puissance folle de 210 chevaux. Mais c'est de la merde! Quand les Allemands, eux, dépassent déjà les 250. Bon, c'est clairement pas assez pour pouvoir faire péter les chronos avec une série 5 ou une série 3 ou ce que vous voulez, je m'en fous. Il faut aussi avoir en tête que certes, ces blocs ne sont pas forcément les plus ravageurs de l'automobile française, mais surtout que les Allemands proposent des versions sportives. Alors, on a en tête les versions AMG, on a les versions RS, on a les versions Motorsport.
Mais les Français, on n'a pas à proprement parler aussi de divisions sportives très puissantes. Alors on avait Peugeot Sport, on a Renault Sport, mais on n'est pas encore là-dessus. Déjà, Renault, à la fin des années 90, se dépatouille avec la mort d'Alpine et tente de faire des choses. Alors, le premier produit qui va sortir, ça va être la Clio RS, le Spider aussi, mais qui ne sont pas dans une catégorie de grande diffusion. Alors la Clio 2, oui, va changer totalement cette image de la bombillette sportive, revient vraiment sur un esprit GTI, mais c'est pas le sujet. Nous, ce qu'on veut, c'est pas une citadine sportive, on veut une berline badass pour éclater les Allemands. Ce qui n'arrivera jamais. Alors certes, il faut aussi se dire que les motorisations les plus puissantes chez les Allemands ne sont pas non plus ce qui représente la majorité des ventes. On aime même sur l'inverse, c'est une minorité des ventes, mais ça participe à l'image du constructeur. On est dans une époque où on n'a encore pas de problème écologique, on ne parle pas encore du Dieselgate, on ne se soucie pas plus que ça de l'environnement, et le diesel représente une part très importante des ventes automobiles qu'on nous vend comme le carburant efficient et écolo d'alors. Mais du coup, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, c'est par l'essence. Et c'est cette carburation-là qu'on a envie de mettre en avant. Et ce que Peugeot ne capte pas. Peugeot, de toute façon, on le sait tous, c'est le maître du HDI, comme Renault qui lance le DCI. Enfin bref, c'est la course à l'évolution technologique sur le diesel, et l'essence représente peu d'intérêt, à part des ventes superficielles. Du coup, je vais juste faire une petite aparté pour revenir sur un élément qui est aussi important, qui explique aussi pourquoi les constructeurs français ont une certaine froideur. En fait, il faut avoir en tête qu'au milieu des années 90, pour essayer de relancer la Safrane, Renault va développer la version biturbo, aidée par Imcher et Arch. Donc du coup, cette très jolie cascade de la part de Renault nous donne une berline très puissante de 268 chevaux, qui commence à pouvoir aller parler aux Allemands. Enfin, il y a tout pour pouvoir faire que la voiture soit un putain de missile. Non. Parce que la voiture, en fait, elle rencontre un problème. Alors bien que puissante, elle est extrêmement chère, elle est aussi complexe en termes de réparation et de construction, d'où son prix exorbitant. Et enfin, elle est très complexe, donc c'est un enfer à entretenir. Et Renault, finalement, se plante, puisque seulement 806 exemplaires vont être produits de la Renault Safrane Biturbo, et va se jeter un certain froid sur l'industrie automobile, sur des véhicules un peu fous, un peu osés, et surtout qui n'arrivent même pas à atteindre les Allemands. Enfin, en 2002, et là, Peugeot, il retente le coup de sa berline sportive, et donc il va se servir de la 607 pour pouvoir nous faire saliver avec une voiture sportive, et à terme, une bagnole qui pourrait enfin aller chercher les voitures allemandes. Alors, généralement, quand tu sors un concept car, c'est qu'il y a un intérêt. Soit tu as envie de faire rêver le public en montrant ce que tu sais faire, d'explorer de nouvelles choses. Du coup, ça tombe bien, puisque Peugeot a dans sa gamme la 607 qui ne déplace pas les foules en concession, et se dit que c'est peut-être l'occasion de remettre en avant la 607, mais aussi de faire un véhicule qui ose et qui transgresse un peu dans l'image de Peugeot avec un véhicule sportif. Et pour ça, Peugeot va se tourner vers Henri Pescarolo. Enfin presque. Alors certes, la Peugeot 607, elle est loin des références allemandes, elle est même en queue de peloton avec les deux autres françaises, mais pour faire remonter l'intérêt autour de sa berline, Peugeot va retravailler le bloc V6 qui anime la gamme 607 et en faire littéralement un dragster. Un dragster à l'envers. Parce que sur le papier, la Peugeot 607, elle est hyper séduisante. On retrouve un V6, une finition haut de gamme, des matériaux haut de gamme, du prestige, une teinte qui se détache du reste de la gamme, des finitions qui sont complètement dingues. Et donc du coup, on se dit, mais voilà le modèle qu'on veut en fait, c'est ça qu'on a envie, c'est ça qu'on veut voir. Merci Peugeot, vous revenez enfin sur ce que vous savez faire. Enfin presque. Parce qu'il y a un spoiler à la fin, et j'ai envie de garder ça pour la fin, parce que je trouve ça super drôle, et je vais me faire détester par Peugeot, enfin je pense. Bref, avec la Peugeot 607 Pescarolo, la marque peut enfin mettre des bâtons dans les pneus des voitures allemandes. Parce que esthétiquement, la Peugeot 607, elle est bodybuildée, elle est ultra sportive, on est complètement dans une berline, esprit grand tourisme. Et ça passe déjà par son corps de carrosserie extrêmement musclé et athlétique. Déjà, on a une teinte violette qui vient souligner toutes les galbes de la voiture qui ont été modifiées. Ça commence par les pare-chocs, ça commence par les ailes, et c'est tout. Oui, non, ils n'ont pas non plus fait grand-chose. Hein. Faut pas déconner, hein. Elle se vend pas, on va lui donner de l'intérêt, mais on va pas non plus trop se fatiguer. Hein.
Mais c'est de la merde. Pour pouvoir mettre une raclée monumentale au constructeur allemand, comment on va s'y prendre Peugeot? Eh ben c'est tout simple et ça tient en un mot, avec un V6 biturbo. Oui, du coup ça fait deux. Malaise. Alors sous le capot, du coup, la Peugeot 607, elle embarque un V6 ES9, une évolution du moteur PRV, de 3 litres de 210 chevaux, mais qui est ici retravaillé par Pescarolo Automobile. Et en fait, c'est une société fondée par Henri Pescarolo pour faire courir au Mans des Courage C60. Et sous le capot de ces Courage C60, qu'est-ce qu'il y a? Le moteur V6 ES9 3 litres 2 de 400 chevaux. Oui, parce que Peugeot avait un peu la flemme, hein, franchement, ils n'avaient quand même pas développé un moteur juste pour cette version-là. Donc autant remercier Henri Pescarolo, mythique, ô combien mythique, constructeur... A few moments later. Henri Pescarolo, et en plus ça tombe bien, le constructeur, le pilote est mythique. Pourquoi je dis constructeur? Bon, Peugeot n'a pas le temps, clairement, de développer un moteur de 400 chevaux pour cette Peugeot 607. Et donc, c'est l'occasion de remercier Henri Pescarolo. Donc le constructeur français fait passer le message aux Allemands. Nous aussi français savons faire des berlines sportives. Parce que le concept car il s'éloigne des acquis de la marque avec l'abandon de cette certaine discrétion. Déjà ça passe par cette teinte violine avec des reflets de noir. Ça passe par ce kit carrosserie quand même très élaboré, bien que simpliste. Et on s'éloigne un peu de cette Peugeot 607 de voiture de notaire, de provinciale, pour une voiture qui... Voilà, qui pète un peu, qui pète un câble. Voilà, ça fait du bien un peu, une voiture qui sort voilà, de ces lignes, qui accepte une certaine sportivité, qui soit agressive, et surtout qui soit puissante. Parce que c'est le seul truc qu'on vous demande, les constructeurs français, c'est une voiture puissante. Le reste, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. On veut des voitures puissantes. Et en plus, ça tombe bien, puisque Peugeot est un peu sous le feu critique avec la Peugeot 206 RC qui n'affiche qu'un bloc 4 cylindres de 138 chevaux et une carrosserie plutôt discrète. Bon, alors certes, derrière, la Renault Clio 2 RS reçoit les louanges des journalistes parce qu'elle est très amusante à conduire et surtout qu'elle a un kit de carrosserie beaucoup plus visible que la discrétion très assumée de la 206 RC et Peugeot a besoin de se sortir. Bon, finalement, on se rend compte que la Peugeot 607 Pescarolo, elle est un peu dans la même vibe. Oui, elle a des artifices un peu sportifs au niveau des pare-chocs, des ailes gabées, des extensions d'air. Il y a tout qui fait sportif, mais c'est pas non plus dingo-dingue, et c'est grâce à cette teinte violine que la voiture se démarque véritablement. Le bloc est retravaillé, il fait 3 litres de cylindrée, et surtout, avec ses biturbos, il affiche 400 chevaux, qui commence quand même à être hyper intéressant. Mais alors, du coup, que fait Peugeot? Donc il arrive à son petit salon parisien, face au constructeur allemand, il dépose sa berline, et là sur le papier, et en discours, il annonce sous le capot, on a un V6 3 litres 2 de 400 chevaux, traction. Malaise. Ouais, c'est un peu gênant. On se le cache pas. Parce que oui, les constructeurs allemands dépassent les 250, 270, voire les 300 chevaux dans les versions les plus extrêmes de sa gamme. Mais Peugeot, il vient là, tranquille, regardez, moi aussi j'ai fait une berline, et elle fait 400 chevaux. À part les constructeurs italiens avec leurs super sportives, très peu de véhicules dépassent les 300 chevaux. Donc c'est vraiment incroyable, on est vraiment sur un véhicule de course fait pour la route. Donc là on se dit, waouh, mais qu'est-ce qu'ils font? Elle va mettre la raclée au constructeur allemand, la Peugeot s'énerve, vraiment. Merci Peugeot de vous énerver et de nous faire une voiture de gentleman driver, une voiture GT. On n'est même plus sur une GT, on est vraiment sur une super sportive. Vraiment, là, Peugeot nous montre ce qu'il sait faire et ça va être une tuerie. Ça va refroidir un peu les ardeurs de tout le monde, on a bien compris que la voiture ne sortira jamais. Elle est traction. Donc Peugeot n'a même pas fait l'effort de retourner le châssis ou de préparer un vrai produit avec une propulsion parce qu'imaginez la gueule du train à vent quand il va se prendre dans la gueule 400 chevaux. Alors oui, je sais, aujourd'hui, il y a la Honda Civic Type R, je sais, elle fait 400 chevaux, enfin pas loin de 400 chevaux, c'est une traction, mais il y a des aides à la conduite. La voiture a été préparée, réfléchie, travaillée dans ce sens-là, que le constructeur français n'avait pas l'intérêt, ni l'envie, ni certainement les budgets. Parce qu'il fallait avoir les reins solides quand même pour sortir sur ce genre de bagnole. Bon, à bord, la berline Peugeot, elle joue le grand luxe. On retrouve une profusion de cuir de couleur prune qui fait écho à la carrosserie extérieure, mais cet intérieur il fait aussi écho à la DS9. Alors à bord de la Peugeot 607 Pescarolo, bon bah c'est l'équipement dernier cri de 2002. On retrouve le must de l'époque, c'est-à-dire un ordinateur de bord.
Alors certes, couleur avec le GPS, mais rien d'autre. Pas plus d'équipement technologique. Bon, on reprend le mobilier déjà existant de la 607, on lui colle du cuir. Bon, bah voilà, il y a quelques éléments chromés, et ça s'arrête ici, ça va pas plus loin, on est sur une jolie berline, mais on sent quand même que la voiture est proche de l'industrialisation, et qu'il manque juste l'engouement du public pour aller plus loin pour Peugeot, pour nous sortir réellement cette Peugeot 607 Pescarolo, et enfin venir parler aux Allemands avec une version, elle est peut-être un peu dégonflée, mais avec un beau V6 3 litres de biturbo, avec une jolie puissance, on imagine entre 200 et 300 chevaux. Voilà, c'est suffisant pour pouvoir attaquer les Allemands, et il y a moyen de se faire plaisir. Bon, finalement, on est en 2023, la voiture n'est jamais sortie. Elle est restée à l'état de prototype, et n'a foulé aucune route, si ce n'est la moquette des salons. Il est assez facile d'imaginer pourquoi Peugeot n'a pas sorti la voiture, parce qu'en termes de coût, ça avait un investissement, il y a le temps de développement, et comme la berline avait déjà 3 ans, cette version n'aurait pas eu d'intérêt, puisque la carrière de la 607 arrive déjà à bout de souffle, les ventes, bon, Et c'est de la merde. c'était pas la joie, mais la bagnole existe, et ils auraient pu faire un effort. Bon, bah non, finalement, elle restera en état de prototype. De toute façon, il est facilement imaginable pourquoi la Peugeot 607 Pescarolo n'est jamais allée jusqu'au terme de sa conception, parce que ça a un coût, et Peugeot avait-il les reins assez solides pour pouvoir venir avec ce type de véhicule? C'était pas assuré qu'elle n'aurait pas fait mieux que la Safran biturbo, ou peut-être qu'elle aurait fait mieux. Bon, en même temps, battre 806 exemplaires, c'est pas compliqué. Why are you running? Why are you running? Et puis de toute manière, la Peugeot 607, elle avait un gros souci, c'est une traction. Quand la plupart des voitures allemandes sont des propulsions. Donc déjà, de base, on a un problème de conception qui prouve bien que la 607 Pescarolo n'avait pas été imaginée pour être intégrée à la gamme 607 du fait de sa traction. Alors, on aurait pu imaginer que Peugeot aurait pu faire comme MG qui a retourné la plateforme de la Rover 75 pour faire la version V8. Terme de carrière, elle se sera quand même écoulée à plus de 100 000 exemplaires. C'est quand même un joli succès puisque la Lancia Thesis en face ne s'écoule qu'à 24 000 exemplaires. Bon, c'est un peu mieux du côté de la Velsatis avec 62 000 exemplaires, mais on est clairement sur un naufrage automobile avéré du haut de gamme français. Alors Renault va abandonner le segment haut de gamme, puisque derrière on aura la Latitude, appelée Platitude, et on aura la Laguna qui va prendre la suite avec la Talisman. Bon, on n'est pas sur le top du haut de gamme, et aujourd'hui c'est l'Espace qui représente ce haut de gamme. Même lui a jeté l'éponge, le Koleos n'a pas rencontré le succès. Voilà, on sent que Renault a limité les investissements, et que ça n'a pas porté ses fruits. Du côté de chez Peugeot, certes, aujourd'hui il y a les 508, bon, qui remplacent à la fois 407 et 607, mais qui ne sont pas véritablement des véhicules haut de gamme. Alors aujourd'hui, la gamme s'est encore agrémentée de la 408, qui fait pas non plus haut de gamme, puisqu'elle est encore sur un autre segment. Citroën, bon bah, fait la C5X, on est clairement plus sur des voitures qui représentent le haut de gamme français. Donc si on veut une voiture aujourd'hui un peu haut de gamme et puissante, il faut se tourner vers DS Automobile, qui est donc du groupe Stellantis, qui propose encore ce type de produit, et c'est la DS9. Voilà, vous l'avez compris, on arrive au terme de la vidéo. La 607 Pescarolo va rester un concept car qui va être rangé dans les grandes archives du constructeur de Sochaux. On va l'oublier et on va passer à d'autres choses. Alors oui, on va avoir par la suite d'autres concept cars tout aussi attrayants que la Peugeot 607, qui n'auront pas à terme comme la Peugeot 607 et qui resteront finalement juste de jolies œuvres avec des messages et des intentions. Mais les constructeurs français, en fait, avec tout ce qu'on a autour, qui gravitent et des raisons différentes autour des constructeurs français, expliquent en partie la froideur des constructeurs. Et la 607, en fait, elle subit toutes les pertes qu'a construit les constructeurs français. Parce que finalement, c'est un peu leur tort. Alors oui, on va dire aussi la clientèle, elle est un peu en tort, la clientèle, elle a fait ci, la clientèle, elle fait ça. Mais parce que la clientèle ne se reconnaissait pas dans ces produits, parce que les constructeurs étaient trop frileux pour investir clairement dans ce segment-là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des produits français qui n'osent plus. Alors oui, on a eu la gamme DS chez Citroën qui est devenue ensuite DS Automobile. Oui, on a Peugeot qui a osé nous faire le RCZ. On a Peugeot qui nous a fait la ligne PSE. Mais aujourd'hui, on n'a plus à proprement parler de véhicules plaisir et de véhicules qui pouvaient aller chercher les Allemands. Alors finalement, le RCZ l'a fait, je me contredis un peu, puisqu'il a cherché l'Audi TT. Pareil, l'un des problèmes de la Peugeot RCZ, on en revient 20 ans en arrière. Et ben, la 607 Pescarolo, ce qu'elle a tenté de faire en montant en puissance avec
son moteur V6 n'y est pas non plus parvenu avec la RCZ qui ne proposait que 272 chevaux. Alors, j'avais envie de vous parler aussi d'un truc au niveau de ce concept car qui est complètement dingue. C'est que la Peugeot 607 Pescarolo, donc il en existe un exemplaire, puisque c'est le sujet du jour, ce concept car, on m'a informé il n'y a pas très longtemps, quand j'ai commencé à travailler dessus, il n'existe pas de 607 à moteur V6 de 400 chevaux. Bon, je pense que certains ont dû en douter, et voilà, je confirme vos propos dessus. Il n'existe pas de Peugeot 607 Pescarolo de 400 chevaux. En fait, Peugeot n'a pas eu le temps. Alors, je trouve ça un peu drôle de venir et de dire on n'a pas eu le temps d'y foutre le moteur dedans. Je pense plutôt que ça coûtait trop cher d'aller chez Pescarolo récupérer le moteur et de le glisser dans la 607. Du coup, en réalité, la Peugeot 607 Pescarolo conserve le moteur 3 litres de 210 chevaux de la version de série. En fait, c'est uniquement une voiture avec un look. Alors, finalement, on aurait pu se dire la Pescarolo aurait pu devenir une sorte de Peugeot 207 GT, une finition haut de gamme, un peu grand tourisme, avec un moteur un peu plus puissant, mais en tout cas, cette voiture aurait pu connaître une version de série qui peut-être était moins chère à produire sans toucher à la traction de la voiture pour en faire une voiture sympathique et joueuse. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que ça vous a plu pour cette petite rétrospective sur la Peugeot 607 Pescarolo. Et moi je vous dis à la prochaine, bye.